Intelligence artificielle et influence, c'est compliqué. Bienvenue dans cette série en 3 épisodes en partenariat avec Le Grenier où nous allons explorer la relation qu'ont les influenceurs avec l'intelligence artificielle. Moi c'est Arthur, je suis stratège créatif chez Clark Influence. Mon rôle c'est d'analyser les mutations du numérique, des réseaux et des créateurs qui les peuplent. Premier épisode, aujourd'hui nous allons décrypter comment l'intelligence artificielle booste la productivité et la créativité des influenceurs, mais aussi comment elle leur vole la vedette. Aujourd'hui, c'est sans appel, une énorme majorité des influenceurs utilisent l'intelligence artificielle. On en compte à peu près 92% qui l'utilisent pour booster la qualité de leur contenu. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux vont à toute vitesse. Les algorithmes ils demandent aux influenceurs de publier tout le temps du contenu, que ce soit des stories, que ce soit des publications statiques, des vidéos, etc. L'intelligence artificielle, puisqu'elle permet d'accélérer des processus qui sont d'habitude chronophages, les aide énormément à améliorer leur fréquence de publication. Au-delà de ça, un influenceur, c'est son propre producteur, son propre copywriter, son propre directeur artistique. Ils doivent s'improviser sur des tas de rôles sur lesquels ils ne sont pas d'experts. Du coup, l'intelligence artificielle, elle peut combler leurs lacunes, entre guillemets. S'ils ne sont pas un excellent directeur artistique ou s'ils n'ont pas des compétences en Photoshop, l'intelligence artificielle, elle peut prendre le relais pour eux. Le bénéfice, il est indéniable pour les influenceurs, c'est de sauver du temps. On en compte à peu près 29% qui citent le gain du temps comme la principale raison d'utiliser l'intelligence artificielle. Ce gain du temps, il se fait en automatisant la production, par exemple pour l'editing, pour le montage de vidéos, de photos, etc. L'intelligence artificielle permet aux influenceurs de ne pas avoir recours à des outils qui demandent une certaine expertise. Quand les influenceurs, ils ont le bloc créatif, ils peuvent demander à ChatGPT ou n'importe quelle autre intelligence artificielle de les aider. Pareillement, d'un point de vue visuel, ils peuvent donner corps à des idées qui sont complètement farfelues. Et surtout, l'intelligence artificielle permet d'optimiser le contenu. Les montages, le son, l'image, en ressort des contenus qui sont beaucoup plus qualitatifs, qui vont attraper l'œil beaucoup plus facilement, qui ont l'air plus professionnels. Et au-delà de ça, les influenceurs ils bénéficient aussi de métriques et d'insights qui sont beaucoup plus poussés grâce à l'intelligence artificielle. Tout ça fait que l'influenceur il a énormément évolué. Rien qu'en regardant les contenus qu'il déploie aujourd'hui, non seulement ils sont plus qualitatifs, mais aussi créativement ils vont beaucoup plus loin. Combien de contenus influenceurs on a vu avec des filtres de maboule, des effets IA un peu transformatifs, c'est assez impressionnant à voir et pour les influenceurs ça leur permet d'attirer l'attention beaucoup plus facilement. Ce qui a été moteur dans l'adoption de l'intelligence artificielle chez les influenceurs, ce sont les tendances. Combien de tendances on a vu ces derniers temps qui ont été motorisées par l'intelligence artificielle. Je pense au starter pack, je pense à ces petits clones justement qui sont dans les dumps des influenceurs. Ce sont des tendances qui sont dues à l'intelligence artificielle. Quand les influenceurs ils voient ces tendances, ils se disent j'ai envie de participer, sauf que le seul moyen de participer à la tendance est de maîtriser ces outils de génération. Donc ils vont découvrir ChatGPT, ils vont utiliser le prompt que tous leurs pairs ont utilisé par le passé et en l'utilisant ils s'aperçoivent l'intelligence artificielle elle peut avoir un énorme bénéfice pour moi, à la fois quantitatif et qualitatif. Cette facilitation de la production du côté de l'influence a aussi permis à des tas de créateurs lambda comme vous et moi de s'improviser influenceurs. Comme je disais tout à l'heure, il y a des tas de compétences qui aujourd'hui on peut les déléguer à l'intelligence artificielle. Et toutes ces compétences ensemble font qu'un influenceur va être capable de maintenir une présence digitale. Donc moi, si demain j'ai envie d'être influenceur mais je n'ai pas les compétences artistiques pour l'être par exemple, que ce soit la génération du visuel ou des compétences de montage, je peux les déléguer à l'intelligence artificielle. Ce qui fait que n'importe qui peut s'improviser influenceur beaucoup plus facilement. Pas à dire que c'est ultra facile d'être influenceur, c'est pas ce que je veux dire, mais les barrières qui se dressent à l'entrée de l'industrie de la création de contenu s'érodent de plus en plus. Ce qui fait que ces derniers mois et ces dernières années, on a vu une énorme proportion d'influenceurs exclusivement propulsés par l'intelligence artificielle se faire un énorme following sur les réseaux sociaux. Ça peut être par exemple des créateurs qui sont spécialisés dans l'histoire, qui utilisent l'intelligence artificielle pour illustrer certaines périodes historiques qui n'ont pas d'image. Ça peut être des créateurs de mèmes qui utilisent l'intelligence artificielle pour faciliter la production d'images. Ou même ça peut être des concepts créatifs qui sont tellement farfelus, tellement difficiles à donner corps par les mains humaines que seule l'intelligence artificielle peut le faire.
Parmi tous ces créateurs, il y a une typologie qui se distingue. Ce sont les IA artistes qui connaissent un succès phénoménal sur les réseaux sociaux. Les IA artistes, le nom l'indique, ce sont des artistes qui utilisent l'intelligence artificielle pour créer des œuvres artistiques. Ils vont soumettre à des IA comme DALL-E, Midjourney des prompts très complexes. Ensuite, par des échanges avec l'intelligence artificielle, ils vont perfectionner le visuel. Et ensuite, ils vont publier ces visuels sur leurs réseaux sociaux et vont se positionner comme l'artiste qui a généré l'image. Évidemment, ils précisent que c'est l'intelligence artificielle qui les a aidés à générer le contenu, mais ils ont la parenté du contenu qui a été généré. Aujourd'hui, sur Instagram et TikTok, les arts IA sont à peu près partout. On parle de 21 millions de publications avec le hashtag AIArt sur les réseaux sociaux. C'est immense. Même quand on regarde la data de ces IA artistes, c'est assez impressionnant. Ils ont des vues moyennes, ils ont un taux d'engagement qui est assez stratosphérique et qui se compare même à des influenceurs lambda. Sauf que, même s'ils ont un succès certain sur les réseaux, Internet n'est pas tendre avec les IA artistes. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir un petit peu en arrière, à mars 2025 exactement. Fin mars, OpenAI intégrait son outil 4o à ChatGPT, ce qui permettait d'avoir des générations de visuels qui étaient beaucoup plus poussées. Et une des manières d'utiliser cet outil, c'était de transformer des photos en des esthétiques d'univers fictifs. Donc là, par exemple, vous me prenez en photo, vous le donnez à ChatGPT, et soudainement, il va transformer ma photo en un personnage des Simpsons, des Muppets, de One Piece, etc. etc. Et l'une des esthétiques les plus populaires de l'usage de cet outil, c'est l'esthétique Ghibli, donc des dessins animés du studio Ghibli. Tout le courant de mars et tout le courant avril ont utilisé ChatGPT pour transformer des visuels d'eux, de eux avec leurs chums, leurs proches, etc. en des visuels dignes d'une production Ghibli. Parce que tous les millennials et les Gen Z étaient obsédés par Ghibli, forcément tout le monde a surfé sur la vague. Des influenceurs, des créateurs, des marques, des institutions. Le succès a été tel que sur la première heure de l'intégration de l'outil 4o à ChatGPT, il y a eu plus de 1 million de nouveaux inscrits sur la plateforme. C'est énorme. Sauf que ce succès a été proportionnel à son impopularité. Beaucoup de personnes ont craché sur ce filtre Ghibli qu'ils voyaient partout sur Instagram et sur TikTok. Pour comprendre pourquoi, il faut s'intéresser à comment les intelligences artificielles fonctionnent. Les générateurs d'images comme Midjourney, DALL-E, etc., ils n'inventent pas une image de nulle part. Ils ont été entraînés sur des banques d'images qui sont composées de milliers, voire des millions et des milliards de visuels qui sont trouvables sur le web. De ces visuels, à chaque fois qu'un utilisateur va soumettre un prompt, il va piocher les éléments qui l'intéressent le plus dans ces banques d'images pour composer une image. L'image, ce n'est qu'une amalgamation de différents éléments qu'elle a pris à droite à gauche. Par exemple, si je demande la Joconde, il va regarder dans son petit dossier la Joconde, prendre les éléments qui sont en lien avec la Joconde et générer in fine la Joconde. Et c'est un énorme problème parce que dans ces banques d'images, il y a des visuels qui appartiennent à des artistes. Sauf que ces artistes, on leur a pas demandé leur avis avant que les visuels soient donnés à l'intelligence artificielle. Ce qui fait que l'intelligence artificielle, elle est capable de générer des visuels qui imitent leur plus-value artistique, donc leur style, de manière instantanée et surtout avec une qualité, une quantité de production qui égale, voire surpasse celle de l'artiste original. Ce qui fait que le studio Ghibli, qui ont leur style artistique qui a été développé pendant des années et qui est le fruit d'un artisanat, l'intelligence artificielle s'approprie ce style et en fait sa propriété. Ce qui fait que tout le monde peut aujourd'hui générer un visuel avec la patte de Ghibli, ce complètement gratuitement. Outre l'aspect énergivore de l'IA, cet argument du vol d'œuvres artistiques est le principal argument utilisé par les communautés anti-IA en ligne. Elles blâment un pillage qui est complètement déloyal de ce qui fait la plus-value et le style d'un artiste. Pour le studio Ghibli, c'est un problème certes, mais en attendant, ils ont la prospérité financière qui leur permet de faire front face à l'IA. Et pour de plus petits artistes qui dépendent énormément des commissions qui leur sont demandées par leur audience, c'est un problème. Parce qu'aujourd'hui, si moi, par exemple, j'ai envie d'imiter le style d'un artiste, j'ai juste à soumettre ces visuels à une intelligence artificielle et l'intelligence artificielle sera capable de le recracher. Donc pourquoi j'irais payer un artiste une énorme somme d'argent pour créer un visuel que moi je suis capable de générer avec l'intelligence artificielle. C'est une concurrence complètement déloyale. Sauf que ces implications légales et économiques, c'est que la partie émergée de l'iceberg. À ça, on ajoute aussi des implications qui sont plus symboliques et sociales. Ces implications sociales, elles tournent autour d'un débat philosophique. Est-ce que l'art généré avec l'IA, c'est réellement de l'art? Parce que ce qui fait que l'art est de l'art, c'est l'humain qui est derrière. Par exemple, quand vous regardez un tableau de Picasso, de Monet, de Van Gogh,
Tous ont une intention derrière la réalisation de leur œuvre. L'œuvre, la manière dont elle a été faite, c'est une combinaison de micro-décisions. Par exemple, ils ont décidé à certains moments qu'ils allaient peindre ce côté-là avec cette couleur-là, de faire un contraste, etc., etc. Quand quelqu'un utilise l'intelligence artificielle, il délègue toutes ces petites micro-décisions, toute cette attention qui font qu'une œuvre est humaine. On s'intéresse à une œuvre pas parce qu'elle est belle, mais on s'intéresse surtout à une œuvre parce qu'il y a un artiste derrière, il a décidé de faire cette œuvre pour une raison, et derrière l'œuvre, il y a surtout une technique qui est unique à l'artiste. C'est ce que le Ghibli Gate a révélé. Tous ces visuels-là qu'on a vus en ligne imitent parfaitement le style Ghibli, sauf que, parce que c'est dénué d'une intention et d'un vrai propos artistique, est-ce qu'on doit considérer ça comme de l'art? Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, les audiences en ligne, elles vont regarder plus l'esthétique que le tracé de l'artiste. Du coup, elles vont avoir la même satisfaction à une œuvre artistique humaine qu'une œuvre artistique générée par l'intelligence artificielle. Tout ça fait qu'il y a une énorme audience anti-IA en ligne. C'est un mouvement qu'on appelle le hashtag NoIA qui est principalement incarné par des artistes. Ces artistes-là, ils vont faire des créations visuelles avec généralement le même logo, cette espèce de rond avec un AI barré. Et ce mouvement-là génère énormément de publications en ligne, en espérant que cette masse de publications et le propos éducatif qui est appairé à ces contenus-là convainc des audiences qui sont un peu moins artistiques de donner plus d'attention à des œuvres artistiques humaines et de ne pas forcément supporter les créations artistiques via l'intelligence artificielle. Jusqu'ici, on parle du Ghibli Gate, mais il y a aussi d'autres tendances, elles aussi motorisées par l'IA, qui ont mis en évidence ce débat sur l'humanité de l'art et l'intelligence artificielle. Je pense notamment à la tendance du Starter Pack qui, juste un mois après le Ghibli Gate, a remis le couvert sur ce débat, et plus récemment encore, en septembre, cette tendance des influenceurs fashion et lifestyle de créer des espèces de clones digitaux dans des esthétiques assez différentes et de les intégrer à des dumps. Toutes ces tendances-là ont remis en avant le débat entre l'artificialité et l'humanité dans les arts et dans la création. La principale arme de ces mouvements anti-IA, c'est de prendre ces tendances-là, par exemple le Starter Pack, et de faire le rendu de l'IA par eux-mêmes. Du coup, ils vont faire exactement ce que l'IA a fait, mais avec leurs propres compétences artistiques. Donc pour le Starter Pack, au lieu de faire un paquet de jouets grâce à ChatGPT, ils vont dessiner le paquet de jouets eux-mêmes, pour montrer que la création humaine est factuellement meilleure que la création via l'intelligence artificielle, et montrer à leur audience qu'elles sont capables de faire l'œuvre eux-mêmes et pas avec l'intelligence artificielle. Sauf que jusqu'ici, on parle surtout de création statique. Septembre dernier, il y a eu un gros shift sur les réseaux sociaux. Pour accompagner le lancement de la V2 de leur text-to-vidéo, Sora a lancé un réseau social qui s'appelle Sora. C'est un espèce de TikTok sur lequel vous pouvez consulter des courtes vidéos en scroll vertical, sauf que toutes ces vidéos sont générées par l'intelligence artificielle. Quand vous allez sur l'application, vous pouvez entrer un prompt, l'intelligence artificielle prend quelques minutes pour générer la vidéo, et de là vous avez la vidéo que vous pouvez déployer ensuite dans un feed de recommandations algorithmiques. Ce qui fait que grâce à Sora, la création de vidéos artificielles a été rendue disponible au plus grand monde. Et ces vidéos sont ultra réaliste. Les personnes semblent réelles, les physiques semblent réelles, c'est assez impressionnant. Sora a un succès assez impressionnant, on parle d'1 million de téléchargements sur les 5 premiers jours de sa mise en ligne, mais un succès qui se fait aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram et TikTok, parce que les vidéos que vous générez sur Sora, vous pouvez les télécharger et certains créateurs publient ensuite ces vidéos sur TikTok et Instagram. Le hashtag Sora, il a plus de 650 000 publications sur TikTok et plus de 1,5 million sur Instagram, c'est immense. Et si avec DALL-E, Midjourney, etc. on pouvait matérialiser des idées d'images, Sora permet la même chose mais avec des vidéos. Donc si demain j'ai envie de générer un crossover entre Freddy Krueger et Scooby-Doo, je peux le faire. N'importe quelle idée qui me passe par la tête, je peux lui donner corps, je peux la matérialiser. Et la conséquence de ça, c'est que le fantasme n'est plus un fantasme. N'importe quelle idée que je peux avoir en tête, je peux la matérialiser. Et parce qu'on est exposé par ce flux constant de créativité, on est un petit peu désensibilisé à la créativité. On aura tout vu et on est capable de tout générer. Demain, on sera beaucoup moins impressionné par les œuvres humaines parce qu'on a été désensibilisé par ce flux constant de création qui est sur nos réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, Arthur, on parle des artistes, on parle des créatifs, c'est quoi le lien avec l'influence? Et vous avez raison, le lien, il n'est pas forcément évident. Le lien se fait quand on considère les influenceurs comme des créateurs. Les influenceurs, la base de leur activité en ligne, c'est de créer des contenus.
Et maintenant qu'il existe des intelligences artificielles qui sont capables de créer des vidéos, pour créer des vidéos, ces intelligences artificielles, elles ont besoin de quoi? De vidéos existantes. Et ces vidéos existantes-là, ce sont des vidéos parfois d'influenceurs. Si je demande à Sora de me créer une vidéo d'une influenceuse qui fait un unboxing, Sora vient piocher dans des vidéos existantes d'influenceuses qui font des unboxings. Ce qui fait que Sora est capable de générer ce que font les influenceurs, mais à vitesse grand V. Au-delà de ça, il y a le même problème d'overdose créative. Si on est exposé à un flux constant de créativité sur nos réseaux sociaux, nécessairement, on va être désensibilisé à la créativité que les influenceurs vont avoir dans leur contenu. Ça crée une concurrence digitale complètement déloyale. Ce qui fait qu'une grande partie des influenceurs ont rejoint le mouvement anti-IA, d'une part parce qu'ils sont dans le même bateau que ces créatifs, mais aussi parce qu'ils ont envie de soutenir les artistes qui souffrent énormément de la concurrence déloyale de l'intelligence artificielle. Une grande majorité a aussi peur des implications légales de l'intelligence artificielle. Ils sont une majeure partie, les 3/4, qui demandent que des guidelines beaucoup plus précises soient mises en place par les réseaux sociaux pour encadrer l'usage de l'IA dans l'influence. Des influenceurs qui ont un positionnement anti-IA, on en compte plein. Je pense notamment à Film Theory, les frères Da Vinci. Côté France, on a même des créateurs qui ne sont pas nécessairement dans les domaines créatifs comme Major Mouvement qui se sont prononcés contre l'IA. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est Bibi No Money, qui est un artiste, un chanteur, qui a un positionnement anti-IA tel qu'il est connu comme étant l'artiste qui déteste l'IA. C'est devenu un pilier éditorial dans sa présence sur les réseaux sociaux. Au travers de différents contenus, il affiche son mépris pour l'IA, il va venir mettre en exergue des artistes humains contre l'IA, il a vraiment un positionnement pour la créativité humaine et contre la créativité synthétique qui est très apparent. L'autre lien qu'on peut faire entre les influenceurs et la créativité synthétique, c'est tout simplement l'opinion publique. Parce que l'opinion publique est très défavorable à l'usage de l'intelligence artificielle pour des fins créatives. Ce qui fait que quand l'influenceur utilise l'intelligence artificielle, quelle que soit la tâche, les audiences se montrent extrêmement hostiles envers l'influenceur. Parce que pour elles, quand l'influenceur utilise l'intelligence artificielle à des fins créatives, c'est comme si l'influenceur s'engageait contre la créativité humaine. Ce qui est un comble parce que l'influenceur fait partie de cette créativité humaine et de cette industrie qui valorise l'humain au centre de la création. Tout ça peut mener à des bad buzz, tout ça peut mener à des boycotts. Il y a des personnes qui se sont désabonnées d'influenceurs parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Je pense à Amy Alter qui, quand elle a fait le starter pack il y a quelques mois, beaucoup d'audience étaient remontées contre elle, encore plus parce que c'est une réalisatrice de films. Il y a aussi C.G. Hendry qui est une artiste new-yorkaise mais aussi influenceur qui a montré qu'elle utilisait l'IA dans la création de ses arts et beaucoup de ses audiences étaient déçues par ce fait. Mais on peut aussi citer MrBeast qui lui a lancé une plateforme qui permettait de créer des miniatures YouTube à partir de l'intelligence artificielle. Beaucoup de ses pairs, eux aussi des influenceurs américains, l'ont blâmé pour la mise en place d'un outil qui invisibilise des artistes qui peuvent faire eux aussi des miniatures. Pour les audiences, le choix de l'IA est d'autant plus insensé parce qu'ils estiment que les influenceurs, ils ont les moyens de faire appel à un artiste. Faire appel à un artiste pour une commission, ça a un certain coût et parce que dans l'esprit des audiences, les influenceurs, ils ont les moyens financiers, ils seraient capables d'employer des artistes pour faire les tâches que généralement, ils délèguent à l'intelligence artificielle. Sauf que ça, c'est un peu un cliché de dire que les influenceurs, ils ont les moyens financiers. Aujourd'hui, on compte 72% des influenceurs qui ne vivent pas exclusivement de leur création de contenu. La plupart du temps, la création de contenu, c'est surtout une activité qu'ils ont on the side pour faire les fins de mois. Les gros influenceurs qui vivent exclusivement de leur création de contenu, ils se comptent sur les doigts d'une main. Eux ont peut-être les capacités de faire appel à un artiste pour la création de n'importe quel visuel, et en main pour de plus petits créateurs qui n'ont pas forcément les moyens de déléguer ce genre de tâches-là, l'intelligence artificielle, c'est un peu une évidence. Donc oui, pour les macro-créateurs, la réponse à ce dilemme, elle est simple. Ils ont les capacités de faire appel à des artistes, donc ils vont faire appel à des artistes. Mais pour les micro-créateurs, ils sont face à un dilemme qui est assez draconien. D'une part, s'ils utilisent l'IA, ils s'attirent les foudres de leurs audiences, mais d'autre part, ils n'ont pas les capacités de faire appel à d'autres experts pour déléguer des compétences qu'ils donneraient à l'IA. Et au-delà de ça, ça leur ferme énormément d'opportunités de facilitation de leur production et surtout des opportunités créatives. Bref, le débat autour de l'IA pour les créateurs, il est extrêmement binaire et extrêmement punitif.
Parce que l'opinion publique, elle estime que l'IA elle est en train de remplacer les métiers créatifs, elle ne montre aucun état d'âme pour les créateurs, les artistes et les influenceurs qui utilisent l'intelligence artificielle dans leur contenu. Et peu importe quel est le niveau d'usage de l'IA, parfois il y a des influenceurs qui se font blâmer pour un usage de l'IA qui est extrêmement minimaliste, parfois des affiches d'événements ou alors un petit visuel qui apparaît que pendant 3 secondes dans une vidéo. Les créateurs, ils décrivent une chasse aux sorcières qui est assez injuste finalement, parce qu'encore une fois, ces influenceurs-là n'ont pas d'autre choix que de faire appel à l'intelligence artificielle pour combler certaines lacunes qu'ils ont. Puis comme on l'a précisé au tout début de cet épisode, l'intelligence artificielle, elle a des bénéfices fonctionnels qui sont évidents. Ne pas l'adopter, c'est tout de suite être à la bourre dans un réseau social qui nous demande d'être extrêmement rapide, fugace et réactif. Et même si nous, dans l'industrie de la création, nous n'avons pas le meilleur rapport avec l'intelligence artificielle, ça ne veut pas dire que tous les créateurs qui l'utilisent sont à jeter. Partout sur les réseaux sociaux, on voit des tas de créateurs qui ont des usages créativement intéressants de l'intelligence artificielle. Je pense notamment à tous ces créateurs qui font de l'horreur, l'intelligence artificielle, parce qu'elle a cette esthétique très brute, très uncanny, très dérangeante. Tout de suite, elle va venir amener l'horreur à de nouveaux niveaux. Je pense à ce compte que personnellement j'adore, Queen of the Tooniverse, qui est en fait Drag Race, mais avec des personnages de dessin animé. Ça, c'est une idée qui est impossible à donner corps avec des compétences humaines et sans l'intelligence artificielle. Le dernier exemple qui vient aussi de France, que personnellement j'aime beaucoup, c'est Anna Apter. Elle imagine des espèces de sketchs où elle est en visioconférence avec des personnages qui sont modélisés avec l'intelligence artificielle, et le contraste de la voir dans un contexte qui est très professionnel avec ces personnages farfelus, ça ne fait que booster le potentiel comique de ces publications. Bref, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Ce que je vous propose, parce que jusqu'ici on dresse un constat qui est très négatif de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la création de contenu, je vous propose qu'on voit le verre à moitié plein. Demain, les audiences en ligne ne vont pas chercher uniquement une patte artistique ou une esthétique, parce que ça, l'IA, elle est capable de le faire. Ils vont rechercher une intention, un geste derrière la création de l'œuvre, l'histoire de l'artiste. L'humain deviendra le seul élément différenciant les œuvres synthétiques et les œuvres humaines. Et par humain, on entend surtout la technique et le point de vue de l'artiste. Donc pour les artistes, c'est une opportunité pour eux de se positionner sur les réseaux sociaux. Dans un océan d'artificiel, ils deviennent les seuls bastions d'humanité et la certitude que l'humain reste au centre des disciplines créatives. Les artistes, ils ont gagné un énorme capital sympathie sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont perçus comme des martyrs, comme les victimes de cette artificialisation des industries créatives. Ce capital sympathie fait que si une marque s'allie avec un artiste, elle est perçue comme une marque qui soutient la création humaine. Aux yeux des audiences, ça joue énormément et ça va même devenir un critère de responsabilité sociale des marques. Engager des artistes aujourd'hui, ça leur permet de développer leur image de marque et surtout leur sympathie de marque. Je pense notamment à Hermès qui a collaboré avec plus de 50 artistes en 2025. Grâce à ces artistes, la marque a pu développer sa présence Instagram et surtout ancrer son positionnement de luxe. A l'inverse, ce n'est pas une opportunité mais plutôt un frein. Les marques ont tout à perdre à collaborer avec des créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. Parce que comme on a dit précédemment, les audiences en ligne qui ont généralement une opinion assez défavorable envers l'intelligence artificielle, quand elles voient une marque s'engager auprès d'un créateur IA ou s'engager auprès d'un contenu IA, elles voient une marque qui ne soutient pas la création humaine. Ce qui est d'autant plus paradoxal pour elles parce que les marques, elles ont justement les moyens d'engager des artistes. Donc, un peu comme les créateurs qui utilisent l'intelligence artificielle, en avoir usage, ça peut les amener à des bad buzz, voire à du boycott. Mais encore une fois, tout n'est pas à jeter dans la création de contenu synthétique. Il y a des influenceurs et des créateurs qui sont propulsés par l'IA, qui ont un énorme capital sympathie. Mais c'est certain que si une marque a envie de s'allier à un créateur qui est propulsé avec l'IA, la marque doit minutieusement étudier les risques à la collaboration avec un type de créateur comme ça, parce que ça peut avoir des impacts sur son image de marque. Les marques qui ont fait bad buzz sur les réseaux à cause de contenus générés par l'IA, il y en a eu plein. Je pense notamment au préfet de la Drôme, je pense à la SNCF, je pense à Greenpeace, à Ligue 1 McDonald's. Tous 4 ont généré des contenus avec l'intelligence artificielle et leurs audiences étaient hors d'elles. Évidemment, plus l'IA va se banaliser et plus ces débats risquent de changer énormément. Peut-être qu'à l'avenir, plus l'IA va se banaliser, plus les influenceurs qui utilisent l'intelligence artificielle risquent de se banaliser aussi, ce qui fait que pour les marques, collaborer avec eux, ce sera plus une opportunité qu'un frein, surtout quand ces derniers ont des données démographiques qui sont
assez intéressantes. La plupart des créateurs IA qu'on a vus ont notamment des audiences masculines qui sont assez larges et aussi des audiences qui dépassent les 25 ans, ce qui est assez rare sur Instagram et sur TikTok. Et c'est tout pour ce premier épisode. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre écoute. Le deuxième épisode arrive la semaine prochaine. Stay tuned!